Vous investissez à fond dans votre entreprise et nous aussi, car nous sommes le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. Que vous souhaitiez démarrer, agrandir ou transformer une entreprise agricole ou agroalimentaire, nous pouvons vous aider. Plus qu'un simple prêteur, nous sommes un allié, un catalyseur et nous sommes là à chaque étape de votre parcours. C'est ce que nous sommes. FAC, rêver, bâtir, réussir. Bonjour tout le monde, je m'appelle David Parker et je suis votre animateur aujourd'hui. Bienvenue au 4e module d'une série de 5. En fait, on arrive presque à la fin. Si vous n'avez pas encore eu la chance de visionner les autres 3 modules, ils se trouvent en fait sur le compte de Financement agricole Canada sur YouTube ainsi que sur la page web événements à la carte. Je vous invite à les regarder après cet événement-ci et vous pouvez en fait les partager avec vos chers, vos collègues, etc. FAC honore et respecte la diversité, la force et la contribution de tous les peuples autochtones et cela dans un esprit de réconciliation et collaboration. Parlant un peu de collaboration, j'invite en fait Mme Pierrette Desrosiers de se joindre à nous bientôt. J'aimerais vous en fait dire que c'est la première psychologue en fait conférencière et coach d'affaires au Canada spécialisée auprès des entreprises agricoles, filles, femmes et sœurs d'entrepreneurs agricoles. Elle se démarque avec ses interventions basées sur les dernières recherches en neuroleadership. Madame Desrosiers, bonjour. Bonjour David. Comment ça va ce matin? Très bien David, et vous? Ça va très, très bien. Les derniers chiffres me démontrent qu'on a en fait 307 invités qui se sont enregistrés et se joignent à nous aujourd'hui. Wow. Bon, Madame Desrosiers, je vous laisse la parole, puis c'est à vous de débuter votre présentation. Merci David. Alors, bienvenue à tous. Je suis extrêmement contente de me joindre encore à FAC pour un 4e événement. Et le 5e, ce sera, je vous invite certainement à l'avance, ce sera sur la communication et la gestion des conflits. Un sujet encore assez sensible et très pertinent. Donc, on parle de gestion du temps, gestion des priorités. J'ai intitulé ça « Prendre du temps, c'est payant ». On va voir pourquoi prendre du temps ou prendre le temps de mieux gérer son temps, c'est payant. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Bien, prendre du temps d'abord pour qui? Pour qui on veut arriver à mieux gérer le temps? Puis, à la base, là, je vais tout de suite vous dire que le thème gérer le temps, là, on ne devrait même pas dire ça. Hein? C'est souvent accrocheur, puis on dit oh, « j'aimerais ça, moi, apprendre à mieux gérer mon temps ». Le temps, on ne peut pas le gérer. On ne peut qu'apprendre qu'à se gérer par rapport au temps. C'est ça qu'on va voir. Donc, c'est pour soi, bien sûr, pour sa famille et pour l'entreprise. Et prendre du temps, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on voudrait mieux gérer le temps ou mieux se gérer par rapport au temps? Qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? En tout cas, du surplus que je vais dégager parce que je suis peut-être plus efficace ou productif. Et prendre du temps, mais comment? Donc, on va voir réévaluer ses priorités, comment mieux déléguer, s'organiser. Puis, on va parler aussi que prendre du temps ou gagner du temps, c'est souvent aussi apprendre à renoncer à certaines choses. Fait que c'est le menu un petit peu pour le webinaire d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que je veux dire quand je dis hey, « j'ai pas assez de temps ». On dit ça souvent, hein? « Oh, j'ai pas eu le temps de faire ça, j'ai pas le temps, j'aimerais avoir plus de temps ». Ça veut dire quoi? Quels sont mes principaux grugeurs de temps? Et là, dans les feuilles, vous avez une évaluation qui permet, c'est-à-dire de vous évaluer sur c'est quoi mes grugeurs ou mes rongeurs de temps. Vous avez ça en annexe, là, vous pourrez vous y référer. Par exemple, d'arriver à prendre conscience, parce que vous savez, c'est quoi? On arrive à la fin de la journée, puis on se dit, voyons, j'avais estimé de faire ça sur ça, puis il me semble que la journée a passé, je ne l'ai pas vu, puis je ne suis pas arrivée à faire ce que je m'étais planifié ou ce que j'avais prévu de faire. Et il y en a plusieurs. On a une liste ici d'une vingtaine qui sont
probablement les principaux, là. Ben, tu sais, par exemple, les interruptions. Jusqu'où que je me laisse souvent interrompre par les cellulaires, par les textos, par des discussions, des bavardages, des courriels, jusqu'où je réponds à des demandes souvent non urgentes. Je me souviens, j'avais une cliente qui me disait, des fois, son conjoint arrivait, là, ben là, il faut que tu ailles en ville chercher telle affaire, puis ça avait toujours l'air de presser. Puis jusqu'au temps, à un moment donné, où ils se sont dit, attends un petit peu, on va se demander, ça pourrait-tu attendre? Parce que parfois, on fait des choses comme si c'était urgent, puis là, tu dis, ben ça pourrait attendre à demain, puis demain, je vais en ramasser plusieurs commissions. Ça paraît simple, hein, mais il y en a qui agissent dès qu'ils ont l'idée de faire quelque chose. Bon, les déplacements inutiles, ça en fait partie. Des tâches inachevées que tu recommences tout le temps. Des réunions qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas planifiées. Fait que, bref, il y en a, puis on a la procrastination dont on pourra peut-être parler à la fin aussi. Là. Il y en a toute une liste. Fait que la première chose, c'est de me connaître puis de dire, moi, c'est quoi ma tendance? C'est où j'ai tendance à perdre du temps, à être moins efficace et sur quoi je vais devoir faire attention. Et j'ai écrit, si j'avais 7 heures de plus par semaine, pourquoi 1 heure par jour, qu'est-ce que je ferais de différent, de plus, peut-être de moins, je ne sais pas. J'avais 1 heure de plus, est-ce que je ferais juste plus de la même affaire? Il y en a qui disent, ah ouais, 1 heure de plus par jour, il arriverait quoi? Ça peut être intéressant de répondre à cette question-là, si j'avais 1 heure de plus. Apprendre à mieux se gérer par rapport au temps, c'est un état d'esprit d'abord. C'est sûr qu'on peut avoir des outils, des applications, on va voir tantôt des stratégies, mais il faut d'abord changer de paradigme, changer de façon de faire. Souvent, on va dire c'est faire plus, mais est-ce que c'est faire plus ou c'est faire les bonnes choses pour les bonnes raisons au bon moment avec les bonnes personnes? Les bonnes choses. Si je fais juste plus de choses qui sont non productives, qui ne sont pas si importantes que ça par rapport à mes objectifs ou à mes valeurs, ça ne sert pas grand-chose. Pour les bonnes raisons. Un exemple bien simple, une cliente qui me dit elle est dépassée, comme à peu près tout le monde, pas assez de temps, stressée, elle échappe des balles, dans le sens qu'elle échappe des choses importantes. Puis là, elle dit, dans le temps des fêtes, là, les fêtes arrivent, il faut qu'elle fasse ses tourtières, ses pâtés au poulet. Puis là, je dis, pourquoi tu veux faire les tourtières et les pâtés au poulet? Parce que quand je dis pour les bonnes raisons, ça peut être correct de faire des tourtières et des pâtés au poulet. Si tu aimes ça, puis ça rentre dans l'horaire, puis ça te détend. Mais elle le faisait, dans le fond, pour démontrer aux autres qu'elle était capable de faire ça aussi. Faire ça pour des raisons d'ego ou parce qu'on ne veut pas être jugé, parce qu'on veut montrer à la belle-sœur qu'on est capable aussi, ce n'est pas des bonnes raisons. Fait que c'est quoi les raisons qui me font faire certaines choses? Puis au bon moment aussi. Ça peut être correct de trier des photos, mais c'est peut-être pas le temps de le faire dans le moment de ta journée où tu dois être le plus productif puis que tu as besoin de te concentrer sur des choses importantes. Puis avec les bonnes personnes, encore là, un exemple simple où un client me disait je suis allé jouer au golf toute une journée. Ça peut être correct d'aller jouer au golf. On aime ça jouer au golf. Ça peut faire du bien. Ça change des idées. Mais il dit je me suis rendu compte que cette journée-là, là, je l'ai passée avec du monde que je connais à peu près pas, que je ne reverrai peut-être pas. Puis, je dis tout le temps que je manque de temps pour passer avec ma famille. Fait que voyez-vous, il dit, j'aurais pu aller jouer au golf avec ma conjointe parce qu'elle joue au golf aussi. Fait que avec les bonnes personnes, étant donné que le temps, c'est une denrée qui est précieuse, ben, est-ce qu'on l'utilise aussi avec les bonnes personnes? Fait que c'est une façon de réfléchir qui peut nous aider. Il y a 7 lois qu'on voit qui régissent posément la gestion du temps, c'est-à-dire qu'ils sont en lien avec la gestion du temps. La loi de Pareto, le 20-80, il y en a peut-être qui en ont déjà entendu parler. Moi, je vous dirais que c'est
une des lois que j'ai appris au début de la vingtaine et ça a changé ma façon de penser. Il y avait un enseignant dans le temps qui nous avait dit que c'était une loi qui pouvait être bien, bien payante quand on arrivait à l'intégrer. La loi Pareto, ça dit que 20 de nos activités produisent 80 des résultats. Puis dans les entreprises, on va dire qu'il y a 20 de nos produits qu'on vend qui génèrent 80 de nos revenus et l'inverse, le 80 autres % génèrent seulement 20 des revenus. Alors ça nous permet des fois de s'arrêter et de dire dans tout ce que j'ai à faire, c'est quoi les activités qui vont vraiment être importantes puis produire des résultats. Alors sur une entreprise, ce n'est pas 100 des activités qui sont faites qui sont toutes aussi payantes et importantes. Fait qu'à tout moment, ça peut être intéressant de s'arrêter et de dire, attends un petit peu, est-ce que je suis dans mon 20-80? La dilatation du temps, ben ça dit que plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on l'étire. On le sait, là, c'est comme si on ne se met pas un budget de temps, on va étirer le travail, étirer le job, étirer le projet. La loi de Murphy, c'est toute chose prend plus de temps que l'on avait imaginé. Je dis souvent aux gens, accordez-vous au moins un tampon de 20 pour le dépassement et les imprévus. C'est rare qu'on arrive à la fin de la journée et qu'on dise, ça m'a pris bien moins de temps que je pensais. Une autre loi, c'est la loi de la contre-productivité. C'est au-delà d'un certain temps, un certain seuil, on n'est plus efficace et on n'est plus productif. Donc, quantité n'égale pas toujours qualité. Puis au contraire, même à un moment donné, c'est des erreurs et ça peut même amener aussi des accidents graves puis causer jusqu'à la mort. Là, on voit souvent les accidents qui arrivent, c'est souvent quand les gens sont fatigués, quand ils ont étiré, ils ont trop travaillé. Alors, quantité n'égale pas qualité. Puis au contraire, ça peut égaler improductivité et même accident. La loi des conséquences homogènes de Carlson, bon, c'est des grands thèmes, là, c'est toute activité qui est interrompue sera moins efficace puis va prendre plus de temps. Tu sais, on s'imagine, tu commences à peinturer une chambre, puis tu es arrêté 10 fois, puis tu fais toutes sortes d'affaires, puis tu pars faire ton lavage, puis tu pars faire de la comptabilité, puis tu pars en ville, puis écoute, tu vas tirer la sauce comme ça se peut pas. Alors, quand on peut, on travaille dans des blocs parce que sinon, chaque fois qu'on est interrompu, ça prend plus de temps. Et ensuite de ça, on a la loi du moindre effort. Ben, on est porté comme être humain à réaliser en premier ce qui est le plus facile. Hein? Ça ne nous tente pas de commencer par ce qui est le plus difficile. Et les biorhythmes de Fliss, encore là un beau grand terme, si vous avez remarqué, là, on n'est pas égal au niveau de notre rythme, soit physique, cognitif. C'est ce qui fait que, par exemple, pour la plupart du monde, je dis bien pour la plupart, faire la comptabilité ou analyser un projet ou se rentrer dans quelque chose qui demande beaucoup de concentration, ça va bien aller le matin ou l'avant-midi parce qu'on a plus d'énergie, puis rendu au soir, là, ça ne va plus. Alors, plus on est capable, mais il y a des gens qui ont un second souffle le soir, ça j'en ai connu, là, qui sont capables de se remettre dans quelque chose qui demande beaucoup de concentration. Alors, vous avez à vous connaître et que ce soit au niveau physique ou au niveau intellectuel, essayez le plus possible, quand on peut, de choisir des tâches en fonction de notre biorhythme naturel. Alors, par où commencer? Où est passé mon temps? La gestion du temps, c'est d'abord prendre conscience de quoi? Il est passé où mon temps? Ce qui fait qu'il y en a qui se tiennent un certain journal le soir ou une fois par semaine, puis examinent ce qu'ils avaient prévu de faire, puis ce qu'ils ont fait, puis essaient de noter tous les imprévus, puis y a-t-il des patterns qui se répètent? Donc, où est passé mon temps? À quoi j'ai passé mon temps? Avec qui? Comment je l'ai fait et c'est quoi les raisons pourquoi je l'ai fait. Prendre conscience aussi de ses valeurs, parce que les valeurs, c'est là où tu vas investir ton temps, ton énergie, ton argent, c'est de ce que tu parles, c'est ce qui est le plus important. Donc, je veux commencer par ce qui est le plus important, mais il faut d'abord que je le définisse, je le dise, je l'annonce et
habituellement, ben, dans un couple ou une association, une entreprise, on a drôlement avantage à ce que nos valeurs soient similaires. Parce que si on a des valeurs très différentes, ça veut dire qu'on va vouloir investir des ressources, mais à des endroits très différents. Donc, c'est quoi mes valeurs principales? C'est ça qui va déterminer où je vais choisir de mettre mes ressources. C'est quoi mes habitudes? Hein? J'ai-tu l'habitude le matin de commencer à regarder les réseaux sociaux, puis oups, vous savez ce que c'est? Tu as passé une demi-heure, tu n'as même pas vu ça passer parce que tu passes d'un à l'autre, tu ouvres une page, tu es rendu sur la toile. Bon, on sait ce que c'est. C'est facile de se perdre là-dedans, puis de s'apercevoir qu'on a des mauvaises habitudes parce que ça nous fait perdre du temps. Puis là, tu te dis, bon, je suis en retard dans mes jobs et bon, j'ai pas passé du temps avec qui je voulais. Mes priorités. À un moment donné, j'avais une cliente, puis j'ai dit, pour la prochaine fois qu'on va se rencontrer, j'aimerais ça que tu me fasses une liste de tes priorités. Puis on se laisse là-dessus sans trop définir c'était quoi, des priorités. Hein? Elle me revient, elle dit, Pierrette, j'en reviens pas. J'ai 4 pages. Elle avait 4 pages de priorités. Là, j'ai dit, c'était 4 pages de priorités, je suis obligée de te dire que tu n'as pas de priorité. Puis elle dit, non, c'est tout aussi important. Mais c'est ça l'idée. Si tout est important, il n'y a rien qui est vraiment important. Des priorités, ça veut dire lorsque je suis limitée en termes de ressources, donc de temps, le temps, il y a toujours juste 24 heures, lorsque je suis limitée en termes d'énergie, en termes de finances, où je vais mettre le temps, l'argent, l'énergie, c'est ça qui est une priorité. Alors, plus on arrive à définir de façon précise ses priorités, autant au niveau personnel que professionnel, parce que c'est un peu le même, si vous me permettez l'expression, le même bucket d'énergie. Tu sais, c'est des vases communicants, là. Puis des heures, ben, si je les ai mis à une place, je ne les ai pas à l'autre. Là. Et prendre conscience puis se gérer, c'est de fermer des portes pour en ouvrir d'autres. Je disais souvent aux enfants, quand ils étaient jeunes, quand tu dis oui à ça, à quoi tu es en train de dire non? C'est pour ça qu'on dit que prioriser, c'est aussi renoncer. On ne peut pas tout avoir de front. On ne peut pas avoir plein de projets en même temps, plein de loisirs. Tu sais, c'est comme on doit accepter de dire non à plein de choses pour dire oui à ce qui est le plus important. Être réaliste aussi. C'est pour ça que j'ai mis ici le petit chat qui se voit en lion. Là. Souvent, les gens, ils arrivent, puis dans leur tête, là, ils ont de l'énergie pour faire telle chose, puis là, ils ont une liste de projets, puis là, on emmène large. Puis là, ils réalisent en bout de ligne, peut-être un petit peu, là, ça coûte plus cher, ça prend plus d'énergie, c'est plus fatigant. Donc, bien se connaître, c'est quoi mon réservoir d'énergie mentale, physique, émotionnelle? C'est quoi mes limites personnelles, organisationnelles? Dans l'entreprise, on a des limites que le voisin n'a pas, puis celui qu'on voit dans la revue, que ça a l'air super beau, ben on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais ça se peut qu'il n'y ait pas les mêmes limites puis les mêmes ressources qu'on a, nous, dans notre organisation. Et parfois, ben, il y a des limites familiales. Un conjoint qui est malade, il y a eu un accident, on peut avoir un enfant qui a besoin de soins particuliers. Une personne me disait, tu sais, elle reste à presque 4 heures, puis elle va à Sainte-Justine, en tout cas plusieurs fois par année. Elle dit, moi, ça fait partie de ma réalité. Elle a un enfant qui a besoin de traitements particuliers, puis des suivis particuliers. Alors ça fait partie de la réalité qu'on doit tenir compte. On ne peut pas faire fi de ça. C'est quoi mes ressources financières, temporelles, humaines, ça peut être technologique? C'est quoi les outils que j'ai, les équipements que j'ai? Parce que tout ça va se pondérer aussi en termes de gestion de temps, c'est-à-dire que ça va m'aider ou des fois, ça va être moins facile parce que je n'ai pas accès à toutes les ressources que je pourrais avoir. Je reviens toujours à ma marge d'erreur, 20 % puis je pense sincèrement que je vais la monter à 25-30 éventuellement. Parce que si on regarde, par exemple, juste les coûts de construction, hein, c'est un très, très bon exemple. Là. Les gens qui ont eu à rénover, à faire ou à construire,
on est beaucoup plus que le 20 de marge que d'habitude on met. Il y a des gens qui ont eu des dépassements de coûts de 50 à 75 %. Donc, et les grugeards, je reviens à ça, c'est d'être réaliste. J'en ai. Et plus je vais me connaître, plus je vais être capable peut-être d'intervenir sur certains grugeurs ou rongeurs de temps. Souffrez-vous du FOMO? Est-ce que vous avez entendu parler du FOMO? En fait, le FOMO, c'est le Fear of Missing Out. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un nouveau syndrome, en fait, c'est un syndrome qu'on reconnaît maintenant avec la venue des réseaux sociaux dans les dernières années. Le fear of missing out, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Vous savez, on a tellement d'informations, on a tellement accès à de l'information, autant personnelle que professionnelle, sur des choses qu'on peut faire, des pays qu'on peut visiter, des livres à lire, des gens à suivre. Ça finit plus que pour notre cerveau, ça crée l'illusion qu'on est en train de passer à côté de quelque chose. Et plus on est sur les réseaux sociaux, plus on est sollicité, plus on fait face à l'abondance d'informations, plus ça nous met à risque de développer ça, l'espèce d'illusion qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de super important. C'est pour ça que dans le questionnaire, on dit, êtes-vous constamment sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité en lien direct avec votre entreprise? Les entrepreneurs, là, il y en a qui souffrent vraiment du fear of missing out, qui ont l'impression qu'il ne faut pas qu'il manque une information en lien avec leur business ou leur secteur d'activité. Ils suivent leurs compétiteurs ou les collègues. Vraiment l'impression de passer à côté d'une information essentielle. Puis il y a une cliente qui me disait ça, elle disait, moi, là, je lis tout ce qui a trait à mon domaine, là, parce qu'elle se dit tout à coup qu'il y aurait une information et que ça va faire la différence dans ma business. Alors, voyez-vous la pression que ça met. Et ça peut être aussi dans la vie personnelle. J'ai une jeune entrepreneur qui, elle a une entreprise de services, puis elle est monoparentale dernièrement, 3 jeunes enfants, début trentaine. Puis elle me disait là, que depuis qu'elle s'était séparée, là, elle suivait, elle était souvent sur les réseaux sociaux, mais là, ce qu'elle voyait, c'est, vous savez, quand les gens se séparent, ce qui arrive parfois, c'est que les groupes d'amis se séparent aussi. Hein? Fait que là, sa gang l'invite pas quand elle invite l'ex, vous comprenez ce que c'est. Les gens sont mal à l'aise. Fait que là, elle voit le party qui se passe quelque part, puis elle dit, je le sais que ça n'a pas de bon sens, mais ça me fait mal, ça lui fait mal de ne pas être invitée, mais elle a peur de manquer le party du siècle. Et ça, plusieurs jeunes m'ont dit ça. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des gens un peu plus d'âge mûr qui n'ont pas ça, mais c'est encore plus important chez les jeunes d'avoir peur de manquer le party. Alors, fear of missing out s'entraîne fatigue, stress, anxiété. Ça gruge beaucoup de temps, on comprend, hein, parce qu'on est constamment à la recherche et sur les réseaux sociaux. Alors, la meilleure stratégie pour ça, c'est tenter de se désinvestir un peu, de gérer, de diminuer notre consommation avec les réseaux sociaux et de se rappeler qu'on ne pourra pas tout vivre dans notre vie. Et on ne pourra pas aller dans tous les restaurants, puis voir tous les bons films, puis voir toutes les informations reliées à l'entreprise. Ici, un petit... Est-ce qu'on peut se passer... je trouvais ça bien cute, un petit clip humoristique. Est-ce que tu penses que c'est possible de vivre sans smartphone? Et l'autre de dire, je ne sais pas, demande à Google. Et c'est un peu ça maintenant. Hein? Google, notre meilleur ami, on ne peut pas vivre sans lui demander une information. Alors, au lieu de déléguer à Google, on va regarder comment on peut déléguer à des vraies personnes l'art de déléguer. Parce que souvent, une des pistes, bien sûr, c'est de regarder comment je peux mieux déléguer certaines tâches quand j'ai une entreprise. Et là, je suis très, très, très consciente. Je suis l'actualité aussi.
je sais qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre à peu près dans tous les secteurs. Alors, ça devient encore plus difficile. Mais comment est-ce qu'on peut peut-être améliorer notre moyenne au bâton dans la délégation? D'abord, je regarde mes tâches, qu'est-ce que je fais? Et je me pose la question suivante. C'est quoi la plus-value de cette activité-là dans l'entreprise? Parfois, il y en a, puis parfois, je m'aperçois que, bof, ça contribue peut-être pas tant que ça à la plus-value de l'activité dans l'entreprise. Est-ce en lien, car c'est moi qui le fais, est-ce en lien avec ma plus-value dans l'entreprise? On a tous des forces, on devrait aller là où on est le plus fort et où ça fait une différence dans l'entreprise. Ai-je l'intérêt? Là, je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire juste ce qu'on aime dans la vie. Ça serait bien trop beau. Ce n'est pas ça la réalité. Par contre, si comme entrepreneur ou gestionnaire ou employé, je suis pas sur mon X jamais, c'est-à-dire que je fais plein de tâches que je déteste, je ne dois pas être performant, je ne suis pas motivée, puis je suis à risque de burn-out. Donc, est-ce que je peux commencer par les tâches où j'ai une plus-value et où j'ai de l'intérêt, puis je suis compétent, là, compétent, tout se met au féminin. Là. Bon. Parce que si je déteste faire cette tâche-là, il est fort probable que je procrastine, que je la fasse moins bien, que je la... En tout cas, mais des fois, on n'a pas le choix. Là. Il y a une petite partie qu'on n'aime pas, puis il faut le faire. Bon. Est-ce que je suis le plus compétent pour le faire? On rénove. Hein? Faut tirer les joints. Taille ça, tirer les joints. Taille ça, puis t'es vraiment pas bon. Là. Tu sais, c'est un métier, tirer les joints. Là. Ben, engage un tireur de joints, ton employé n'est pas meilleur. Là. Tu sais, déléguer, c'est pas toujours juste à l'employé. C'est déléguer des fois à engager des professionnels dans le corps de métier. Tu installes une porte de garage. Tu vas en installer rien qu'une dans ta vie, tu ne sais pas trop comment. Tu vas acheter la porte de garage, ben il y a l'option installation. Hey, tu dis, ça coûte cher, je vais sauver là-dessus. Ben, des fois, sauver, vous savez, des fois, économiser, ça coûte cher. Alors, quand tu n'es pas compétent, tu n'aimes pas ça, tu n'as pas le temps, là, ça paraît cher parfois d'acheter, de payer la compétence, mais ça vaut souvent la peine. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait le faire à ma place? C'est quoi les conséquences si je ne le fais pas? Puis-je vivre avec ces conséquences? Puis est-ce que je suis en train de délaisser d'autres activités qui sont plus importantes pour faire ça? Et là, j'ai un exemple assez frappant. J'ai une cliente, grosse entreprise, il y a une centaine d'employés. Comme partout ailleurs, sont débordés, manque de main-d'œuvre. Il y en a là, plus qu'ils peuvent en gérer. Et quand on regarde ses valeurs, elle est très pro-environnement. C'est tout en son honneur. Là. Elle, pour elle, là, sauver la planète et tous les gestes qu'on peut faire. Fait que là, elle me dit qu'elle voudrait vraiment scanner, là, puis mettre tout là, le papier qu'ils ont dans l'entreprise dans le nuage. Là, scanner ça, là, puis plus de papier. Là, je disais, oh, je ne sais pas, là, mais une grosse entreprise à même de avoir du papier. Elle dit, j'en ai des caisses et des caisses. Là, elle dit, j'en ai une pièce bien pleine. Elle dit, ça me pèse sur le dos, je voudrais le faire parce que pour moi, c'est important. Fait que voyez-vous le dilemme, là. Comme valeur, elle est pro-environnement au bout, là. Elle veut s'en aller vers zéro papier, là. C'est beau, là, mais c'est pas simple, s'en aller zéro papier. Mais elle veut scanner les 10 ans de papier qu'elle a, puis de toute information qu'elle a. En plus, je dis un peu plus, là, parce qu'elle en garde au cas où que jour, elle va avoir le temps de les lire, ce qui n'arrivera pas. Tu ne retournes pas lire des anciens magazines ou des revues qui sont arrivées il y a 20 ans. Puis elle dit, tu comprends-tu que c'est dans mes valeurs? Oui, ça, je comprends ça. Mais dans ses valeurs aussi, c'était de garder sa santé mentale parce que là, elle est en train de la perdre. Puis c'était de faire en sorte que ce soit vivable dans l'entreprise, puis de trouver un certain équilibre travail-famille. Fait que voyez-vous, des fois, on a deux choses qui arrivent en confrontation et on est obligé de choisir. Fait qu'est-ce que je peux être verte sur d'autres champs? Mais ça, j'ai dit, regarde, au lieu de dire, tu ne scanneras jamais, là, dire,
tu peux te dire, ben, quand j'aurai vraiment du temps, puis tu sais, je dis, tabarnouche, hey, c'est rendu, moi, là, me tourne quasiment un pouce. Ben, tu as toujours la possibilité d'aller scanner des papiers. Tu sais, puis tu as vu tes amis, tu as investi dans ta famille, tu as eu le temps de jouer du piano, elle aime jouer de la guitare, tu sais, elle joue au golf, tout ça. Puis ton entreprise t'échappe aucune balle, vas-y. Elle dit, ouais, ben, ça n'arrivera pas. Ah, je ne sais pas. Mais là, en ce moment, est-ce que c'est ça qui est le plus important? Fait que voyez-vous, être capable de prioriser, puis de faire la paix, puis pas s'auto-flageller parce que tu n'as pas scanné tes papiers ou tu n'as pas fait telle chose. Fait que ça aussi, c'est important de dire, oui, en théorie, là, j'aimerais ça. Mais en ce moment, il y a de quoi de plus important. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir 145 priorités. Déléguer, c'est de trouver la personne qui a l'intérêt, les compétences et le temps de le faire. C'est prendre le temps aussi de bien expliquer vos attentes quant aux résultats que vous voulez, les critères ou les valeurs à respecter et l'échéancier. Donc, déléguer, c'est pas nécessairement j'engage, m'envoie, il fait ça de même. Tu sais, tu engages quelqu'un pour refaire ton site web, là, ben c'est sûr qu'il faut que tu t'investisses, puis il faut que tu prennes part aussi à l'exercice, parce qu'il n'y a pas personne qui peut dire je vous fais un site web, je prends une commande. C'est pas comme de réparer ta voiture, là. C'est pas comme de changer tes pneus. Alors, il y a des critères, il y a des valeurs, qu'est-ce que vous voulez, puis ça va être quoi le budget que vous voulez mettre. Fait que, bref, il faut s'investir pour déléguer, surtout lorsque le projet est important. Fixer des étapes pour le suivi. Plus la tâche est complexe ou nécessite du temps, plus il est important de le faire. Encore là, une cliente me dit, elle avait délégué à un de ses employés l'implantation là, d'un nouveau système là, qui allait révolutionner l'entreprise. Là. Bref, c'était un gros système là, informatique. Elle me dit, à un moment donné, je reviens avec ça, je dis, t'es rendu où? Puis ça faisait 6 mois, puis il n'avait comme pas avancé, il était bloqué. Il était parti sur d'autres choses. Bon, il semble que... En tout cas, elle a fini par le congédier, mais là, elle me dit, ça se peut-tu? Elle dit, il n'avait rien fait. Là, j'ai été obligée de dire, tu sais, qu'il y a 6 mois qui ont passé, là. Dans 6 mois, normalement, on fait des suivis, là. Donc, si la personne, plus le projet est complexe, plus ça demande du temps, moins la personne a l'expérience de ça, il faut accompagner et suivre. Là, je ne parle pas de faire du micromanagement, mais il faut suivre. Donc, fixer des étapes, aller voir, vérifier, valider, est-ce qu'on est dans le temps, est-ce qu'il y a des questions, est-ce que ça va comme... Il faut aussi que j'accompagne. Puis accepter que pour certaines choses, les choses ne soient pas faites de votre manière, pourvu qu'on respecte les valeurs, les critères ou l'échéancier. Tu sais, les personnes, ils ne se prennent pas tous de la même façon, on ne passe pas tous par le même chemin. Plus bel exemple de ça, si vous êtes en couple, probablement que vous l'avez déjà vécu. Quand tu vas à tel endroit, toi, tu passes par tel chemin, puis ton chum, il est mieux passé par l'autre. Tu dis, pourquoi tu passes par l'autre? Ben, le chemin est plus beau. Il n'est pas plus beau, puis c'est plus long. Ben non, c'est pas plus long. Puis bon, il est mieux passer par là, puis toi, tu as mieux passé sur l'autre côté. Mais tu te rends à peu près en même temps. Bon. Donc, acceptez aussi que 90% d'un résultat, parfois, c'est mieux que 100% de rien. Moi, j'ai souvent eu, pour arriver, en tout cas, je suis retournée aux études, bon, avec des enfants et tout ça, et mon conjoint avec la ferme, ben j'avais quelqu'un qui m'aidait pour l'entretien du ménage. Là. Toutes les semaines, j'avais une femme qui venait. Et, bon, sur 30 ans, là, j'en ai eu quelques-unes. Là. Puis parfois, il y avait des petites choses que tu dis, bon, c'est pas fait comme j'aurais voulu, mais on s'entend que si j'avais été pris pour tout faire, je ne l'aurais pas fait. Donc, 90% du résultat, c'est mieux que 100% de rien parce que je n'aurais pas nécessairement tout fait ce qu'elle a fait. Ou si je l'aurais fait, là, j'aurais grugé sur mes heures de sommeil ou si tu gruges sur tes heures avec tes enfants ou avec ton conjoint, ça écope quelque part. Fait que quand c'est pas
déterminant. Là, je ne parle pas que 90% pour un chirurgien qui opère à cœur ouvert, c'est correct. Lui, on veut un 100%. Mais il n'est pas obligé d'avoir un 100% quand il rentre chez eux puis qu'il range les épices. Tu sais, ils peuvent être dans le mauvais ordre. Ça, c'est pas grave. Fait que vous voyez l'idée, là? Des fois, on peut lâcher prise sur certaines choses et ça fait la job pareil. Là, vous comprenez que pour arriver je vérifie mon temps, pour arriver à se concentrer sur nos objectifs, à respecter ce qu'on s'était dit, bon, ça prend de la discipline. Puis quand les gens n'atteignent pas leurs objectifs, souvent, ils vont dire je m'étais promis telle affaire, puis je m'étais dit que je ferais ça, puis j'ai jamais le temps. Puis, dans le fond, je manque de volonté. Souvent, les gens vont amener l'idée du manque de volonté. La volonté, c'est quoi? Bien, c'est le contrôle de soi. Puis l'augmentation du contrôle de soi, donc d'avoir de la volonté, ça prend de la volonté là, pour arriver à s'autoréguler, pour arriver à avoir de la discipline. Bien, on sait que c'est une des compétences les plus importantes, l'augmentation du contrôle de soi, pour améliorer le bonheur, la santé et le succès. Fait qu'on va regarder comment ça fonctionne quand on parle de volonté. La volonté, c'est la capacité à persévérer. Puis même si, tu sais, d'un côté, tu as le petit diable qui dit, ben non, lâche ça, puis va-t'en partir, puis l'autre dit, non, non, continue, là, puis, tu sais, si tu veux atteindre ton objectif, là, c'est souvent ces voies-là. Quelques faits sur la volonté, bien, tout d'abord, vous l'avez remarqué, ça varie d'un individu à l'autre. Il y a des gens que tu regardes, est-ce qu'il y a de la volonté, lui? Ça n'a pas de bon sens. Il dit quelque chose, puis tu sais, il le fait. Ou elle le fait, là, a tellement de volonté. Moi, j'en ai pas comme ça. Bon, on sait, ça varie d'un individu à l'autre. Mais ça varie chez nous-mêmes aussi à travers le temps. Puis à travers le temps, c'est pas si long que ça, là. Le soir, avez-vous remarqué qu'on a moins de volonté que le matin? Pourquoi? Parce qu'on a épuisé notre réservoir de volonté, en fait, qui est le glucose qu'on a au cerveau, là, le glucose qui permet de persévérer, puis de continuer, puis de continuer à réfléchir. Fait que quand on est très fatigué, on a épuisé notre réservoir. Puis des fois, dans l'année, il y a des bouts qu'on est plus fatigué, plus malade, ou tu sais, tu dis, il me semble que là, j'ai moins de volonté, de détermination, de persévérance. Donc, c'est une ressource qui est limitée. La volonté, là, c'est pas un réservoir qui est inépuisable. Il n'y a pas personne, il y en a qui ont des plus grands réservoirs que d'autres, mais c'est pas inépuisable. Ça s'épuise à l'effort. Et c'est quoi qui fait que ça va s'épuiser? Chaque fois qu'on a à prendre des décisions. Puis on va voir la gestion des pulsions. Mais la prise de décision, c'est comme si tu commençais, oups, là, j'ai pas de verre transparent, tiens, je vais ramasser, la première fois que je vois sur le bas aussi, ça a l'air d'une bouteille de Purell, ça. Bon, mettons qu'elle est pleine, hein? Tu te réveilles le matin, là, puis tu as plein de volonté, là. Ton bucket, il est plein, là, la bouteille. Mais à chaque fois que tu as des décisions à prendre, c'est comme si, oups, j'en prends dans ma bouteille, hop, qu'est-ce que je mets à matin? Je viens d'en prendre un petit peu. Qu'est-ce que je mange à matin? Je suis en train, à chaque fois que j'ai des décisions à prendre, je diminue mon réservoir de glucose, qui est un peu le réservoir de volonté, qui permet de continuer de persévérer. C'est pour ça que une des plus grandes stratégies qu'on peut prendre, c'est de prendre beaucoup de décisions à l'avance et d'avoir un peu comme des protocoles pour pas que tu aies à tous les matins à décider ce que tu vas mettre, décider ce que tu vas manger, décider par quelle tâche tu commences. Voyez-vous, à chaque fois qu'on a à choisir, là, on est obligé d'analyser, d'aller dans notre cerveau, puis tu vois, tu sais, des toasts, ça serait-tu meilleur, je vais manger des œufs? J'ai-tu vraiment le temps de manger des œufs? Ouais, si j'en ai mangé hier, c'est peut-être pas bon. Là, je donne un exemple, mais c'est comme ça que ça se passe dans ton cerveau quand tu es en train de réfléchir. Alors, tout ce que tu as analysé, ben, ça prend ton réservoir de volonté, puis il se vide. La deuxième chose qui va le prendre, qui va le vider,
c'est la gestion des pulsions. Alors, cette petite bébelle-là, hein, qui est un cellulaire, lui, il peut en prendre pas mal. À chaque fois que tu as un texto et qu'il y a une notification qui fait ding, tu entends une petite cloche, un bruit, il y a une pulsion d'aller voir le texto parce qu'il y a un rush, un push de dopamine. Puis la dopamine est très sollicitée avec les cellulaires. La dopamine, ça, c'est, on va s'en souvenir, dope, là. On est dopé à ça. C'est un neurotransmetteur qui est responsable de l'anticipation d'un plaisir ou d'une nouveauté ou d'une nouvelle. Ce qui fait que tu as de la dopamine qui monte, puis là, ça dit non, on ne va pas voir ton texto, mais tu sais, mettons que tu en as 25 à l'heure. Hey, là, tu t'en peux plus, là, tu vas voir tes textos. Fait qu'à chaque fois que tu dois gérer des pulsions, que ce soit des pulsions d'aller sur les réseaux sociaux, tu as le plat de chocolat en face, puis tu es obligé de te dire 25 fois. C'est comme si tu payes sur le frein. Là. Non, mange pas de chocolat. Non, tu regardes tes chocolats, puis ça a donc l'air bon. Ce serait bien mieux d'essayer là, ou de ne pas en acheter. Parce que tu épuises ton réservoir qui te sert à gérer d'autres choses. Fait que c'est comme si tu gaspilles ton gaz, là, tu gaspilles ton énergie. Fait qu'on retient ça, ton réservoir de volonté, toutes les décisions que tu as à prendre, et chaque fois que tu dois gérer des pulsions. Puis on en a plein de pulsions dans une journée. Et ce qu'on sait, cette ressource-là, ça prend du temps pour se reconstruire. Habituellement, c'est la nuit. Une bonne nuit de sommeil, on est reposé, on mange le lendemain. C'est comme si on repart avec un réservoir qui est plein. Puis là, au cours de la journée, on va avoir des décisions à prendre, on a des problèmes, puis on doit planifier. Puis ça fait que ça descend, ça descend, ça descend. Et le soir, c'est vide. Et qu'est-ce qui arrive quand il est vide? Est-ce que là, on va le voir à l'autre page? Ah oui, on le voit à la page après. Donc, ça prend du repos pour se reconstruire. Puis ça se développe aussi avec la pratique. Plus les gens travaillent sur leur volonté, ben, plus ils vont en avoir. C'est un peu comme un muscle. Donc, un rappel, notre bucket de volonté, là, il est limité. Puis lorsqu'il est épuisé, il arrive deux choses. Quand je suis vidée, là, le soir, là, j'ai eu une grosse journée, il a fallu que je prenne plein de décisions, résoudre des problèmes. Là, il y a deux choses. Soit que je deviens impulsif, d'où souvent qu'on se choque plus le soir. On peut devenir impulsif dans les whippets au chocolat. On n'est plus capable. Hey, tu t'étais promis de plus manger de chips puis plus tomber dans une boîte de biscuits, mais laisse faire. Puis, hein, avez-vous remarqué que ce n'est pas le matin que ça arrive? Ce n'est pas le matin que tu tombes dans un whippet au chocolat, c'est le soir. Fait que tu n'es plus capable, tu n'as plus de frein, tu n'as plus de volonté pour dire non à des tentations. D'ailleurs, fait intéressant, on dit souvent que l'adultère, ou en tout cas le fait d'aller vers un autre partenaire quand tu n'es pas supposé, là, ça arrive le soir, ça arrive rarement le matin, lorsque le bucket de volonté, lui, il est vide. Fait que la première chose, l'impulsion, puis l'autre, c'est la paralysie. Au contraire, paralysie, pas dans le sens physique, mais on n'est plus capable de prendre une décision. Tu es comme plus capable de réfléchir, puis le lendemain matin, paf, prends une décision comme ça. C'est pour ça qu'on dit aussi, une des stratégies, c'est ne pas lire les courriels si possible le matin. Je dis bien si possible, si ta job, c'est de répondre service à clientèle, il faut que tu regardes les courriels, c'est autre chose. Pourquoi? Parce qu'on ouvre des loupes. Vous savez comme moi, vous vous asseyez à votre ordi ou votre cellulaire, vous regardez les courriels ou les textos, puis là, tu es obligé de répondre à ça. Puis là, tu rouvres une affaire, puis là, il y a une demande d'information, puis là, tu as l'affaire qui te demande d'aller voir telle chose. Ah là, il faut que j'appelle le comptable. Puis là, tu es parti sur toutes sortes de mini-projets. Ce qui fait qu'il est rendu 10h30, puis tu n'as pas attaqué la tâche principale que tu voulais attaquer parce que tu es parti dans plusieurs directions. Lire les courriels, si possible, à des temps déterminés, 2 à 3 fois par jour. Puis c'est déjà amplement pour la plupart du monde. Si ça peut être moins que ça dépend toujours de votre travail, vos responsabilités que je ne connais pas. Mais être constamment en train de
tu es en train de travailler sur un projet, sur ta comptabilité, tu vois les courriels arriver. Ça, c'est terriblement improductif. Limiter toutes les distractions. Vous savez, il y a eu une politique, à un moment donné, une philosophie de gestion qui disait porte ouverte. Venez me voir, vous avez quelque chose, vous pouvez toujours venir me voir. C'est une des pires politiques qu'il n'y a pas eu. Ben, il y en a eu d'autres, là, mais en termes de gestion du temps, d'être productif, l'idée, c'est qu'on a besoin de consacrer des blocs de temps pour des choses qui sont à haut rendement. Il faut que j'évalue un projet, il faut que j'étudie un dossier, il faut que je me mette le nez dans remplir de la paperasse, que c'est pas facile, mais c'est moi qui dois le faire, puis ça me demande de la concentration. Alors, j'ai besoin de blocs. Fait qu'avisez les gens alentour de vous que, tiens, de telle heure à telle heure, où je mets une pancarte, à moins que le feu prenne, venez me voir, mais sinon, c'est pas que ma porte est fermée pour 3 jours, mais elle va être fermée peut-être pour 1h30. À 11h30, venez me voir avec ce que vous voulez. Et ça, c'est extrêmement important pour arriver à conserver notre capacité de se concentrer sur une tâche importante. Certains disent que quand on est dans un projet qui est terriblement complexe, on a besoin de beaucoup de connexions neuronales. Ça pourrait prendre de 15 à 20 minutes à arriver à se replonger avec la même profondeur, la même exactitude quand on a été dérangé. Alors, il y a des gens qui se laissent déranger 100 fois par jour, avec des textos, avec des courriels, avec du monde qui rentre dans le bureau comme on rentre dans un moulin. Donc, réservez-vous des plages et dites, regardez, quand c'est ça, là, la porte est fermée, vous revenez me voir, tu sais, 11h30. C'est rarement des urgences qui doivent être gérées sur le champ. Si c'est le cas, il faut le faire, là, bien entendu. C'est le gros GBS à un moment donné. Là. Puis prendre des pauses régulièrement, des micro-pauses, puis isolez-vous de temps en temps, là, c'est pour remplir ces tâches-là. Puis prendre des pauses régulièrement pour arriver à refaire un refill, là, excusez, c'est le mot qui me vient en anglais, là, mais à recharger notre batterie. Puis parfois, ça ne prend pas grand-chose, hein, surtout si on est assis dans un bureau, on se lève 5-10 minutes, on marche, on bouge, on va prendre un verre d'eau, une petite tisane, puis pouf, on vient de repartir un nouveau cycle. Maintenant, la chère agenda, est-ce qu'on a besoin? Plusieurs sont rébarbatifs à ça. Bien sûr qu'on a besoin d'un agenda. Et je dis qu'on devrait toujours l'avoir avec nous, c'est-à-dire que, puis là, l'agenda, est-ce qu'elle doit être papier ou dans votre cellulaire? Vous prenez le moyen que vous aimez le plus. Il y a des gens qui disent, moi, Pierrette, je suis vieux jeu, là, j'aime assez ça, un agenda papier. Tu sais, c'est physique, puis parfait, ça te convient, ça marche. Change pas ta recette quand elle marche. Tu sais, si ça fonctionne, là, l'idée de l'avoir avec nous, c'est que un moment donné, tu prends le téléphone puis là, il faut que tu prennes un rendez-vous. Ah, ben là, je ne sais pas, là, je ne sais pas ce que j'ai la semaine prochaine. Là. Tu sais, fait que là, tu es tout le temps obligé de revenir puis de retourner la peine. Tandis que si tu as la capacité d'avoir ton agenda avec toi, ben, tu es capable de dire un instant, je regarde qu'est-ce qui fait le plus de sens. Prendre 10 minutes le matin ou en fin de journée pour planifier la journée du lendemain. Ben, ou la journée même, là, c'est le matin. Tu sais, la chère to-do list qu'on va voir tantôt, qu'est-ce qu'on devrait mettre, ou les rendez-vous. Donc, là, on est rendu vraiment dans du concret, du technique, mais il y a des gens qui disent « Ah oui, j'avais écrit dans mon agenda, mais ils ne regardent pas les agendas. » J'avais écrit que c'était pas important telle affaire, ou j'ai une liste quelque part, là, mais ils ne regardent pas. Donc, une to-do list puis un agenda, là, il faut le regarder. Hein? Donc, d'arriver à se concentrer. Il y en a qui aiment mieux le soir, dire à ta peu demain, c'est quoi ma journée? Ah oui, il y a ça, puis se préparer mentalement. Il y en a d'autres que c'est le matin, avec le petit café, puis là, ils remettent le pendule à l'heure, puis ils regardent ce qu'il y a à faire d'important pour planifier leur journée. Les post-it, ça peut être une bonne idée. Donc, on dit oui, mais trop, c'est comme pas assez. Vous savez, ça ressemble presque à un bureau de client que j'ai déjà vu. J'étais allée là, il y avait du post-it, mais
c'était quasiment un chef-d'œuvre, là, il y a plein de couleurs. Puis il disait, ben, j'aime ça des post-it, ça me rappelle que. Mais là, vous comprenez que pour le cerveau, là, c'est impossible de processer ça. Trop, c'est comme pas assez. 2 post-it, peut-être ton œil va les voir. 100, il ne voit plus rien. Puis là, je mettais un post-it, par exemple, oui, sur le frigidaire, la liste d'épicerie, ça peut être une bonne idée parce que tout simplement, tu sais, on ouvre souvent le frigidaire, on est dans l'armoire, il manque ça, on dépose. Encore faut-il repartir avec la liste quand tu t'en vas faire l'épicerie. Bon. Mais je n'écris pas 25 sur l'ordi. OK. Fait que là, on est vraiment dans des petits objets qui nous aident beaucoup, beaucoup, parce que il y a plein de gens qui oublient leur rendez-vous, qui ne savent pas c'est quoi qui est important parce qu'ils l'ont perdu de vue. Et comment classer ce qui est important? Mais il y a différentes méthodes. Il y en a qui aiment bien la méthode des urgents, non importants, urgents, importants. Là. Je la trouve peut-être un petit peu plus complexe. Souvent, j'amène mes clients à dire, ben A, B, C. A, là, tu sais, ta liste de to-do, là, c'est aujourd'hui. Puis là, aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y en ait 142. Bon, ça, il faut que ça soit classé aujourd'hui. Le B, c'est nécessaire, mais mon avenir ou celui de l'entreprise n'en dépend pas dans l'exécution immédiate. Souvent, c'est les choses de la semaine qui s'en viennent. Là. C'est les choses qui vont devenir le A le lendemain ou le surlendemain. Puis le C, c'est des affaires que je me dis, ouais, il faudrait réparer ça, réparer à la porte, des choses. Mais ça peut attendre, puis c'est pas déterminant, puis il n'y a pas des conséquences graves si on ne le fait pas ou à court terme. Vérifier la to-do list. Vous savez, le cerveau étant ce qu'il est, on a besoin de notre mémoire de travail. Alors, on n'est pas capable de retenir ce qu'il y a sur la to-do list toute la journée, souvent, parce qu'il y a trop de choses. Fait que des fois, tu fais juste dire, OK, c'était quoi? Ah oui, ça, c'est fait. Puis vous savez, le feeling que ça a quand on coche ça, là, ou qu'on le délite, ou qu'on mène, tu sais, OK, ça, c'est fait. J'ai appelé mon comptable, j'ai fait un retour d'appel, je viens de renvoyer mon courriel. La marche t'a brisée, je l'ai réparée parce que c'était dangereux de s'enfarger dedans, de se faire mal. Bon, fait qu'on la revérifie et ça nous permet aussi de revérifier nos rendez-vous aussi. Là. Donc, la to-do list, on peut la faire 2-3 fois par jour, au début de la semaine pour voir la semaine. Il faut que je sois capable de voir mon mois aussi. Puis, souvent en réunion, soit des réunions avec vos employés ou avec vos associés. Puis on a drôlement avantage d'avoir une to-do list aussi comme couple. Là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Puis c'est quoi les choses importantes? C'est quoi qu'il y a sur le tapis cette semaine? Là? Parce qu'on doit se concerter, on doit se coordonner ensemble. Fait qu'on veut des méthodes qui ne sont pas trop compliquées parce que si c'est trop compliqué, on ne le fera pas. Fait que le ABC, je trouve ça intéressant. Vérifier la to-do list, c'est rapide. Là. C'est pour ça qu'il faut avoir ça à portée de main. Puis au début de la semaine, on regarde notre semaine, on regarde le mois, puis aux réunions, on note des choses aussi. Fait que ça, c'est des choses qui vont vous aider à être plus efficace, à échapper moins de balles. OK. Une autre, une technique que j'emploie depuis des années, même si c'est encore pas facile, c'est celle de manger le crapaud en premier. En fait, c'est un livre de Brian Tracy. Il a écrit ça il y a je ne sais pas combien d'années. Eat your frog first. Donc, traduit, mangez votre crapaud en premier. Et lui a donné cette stratégie-là en disant, imaginez que vous avez eu un mauvais sort par une sorcière, puis là, tout à coup, pour survivre à tous les jours, vous allez devoir manger un crapaud. Parce que si vous ne mangez pas de crapaud, ben, vous allez mourir au cours de la journée. Alors, c'est quand qu'il serait mieux de manger le crapaud?
certainement le matin pour s'en débarrasser. Fait que votre crapaud, c'est quoi? C'est de choisir une petite action, une tâche qui est simple, là, pas un méga projet à faire à chaque jour. Mais souvent, c'est une petite tâche sur un projet qui vous tape ses nerfs, que ça ne vous tente pas, qui vous répulse, tu sais, là, mais ça doit être fait. Mais c'est des choses que vous procrastinez, vous mettez de côté pour différentes raisons. Fait que vous levez le matin ou en se couchant le soir, peut-être pas en se couchant, là, mais la veille, vous dites, demain matin, mon crapaud, c'est ça. Puis identifiez-le. C'est quoi mon crapaud? Mon crapaud, c'est peut-être de donner un rendez-vous chez le notaire pour entamer d'écrire le testament parce que tu n'en as pas ou parce qu'il n'est vraiment pas à date. Le crapaud, ce n'est pas le notaire, là. C'est l'action de prendre un rendez-vous parce que ça ne te tente pas d'embarquer là-dedans. Oh, tu sais qu'il faut que tu en aies un ou tu sais qu'il faut que tu le revises. Mais t'aimes bien mieux travailler à autre chose, t'aimes mieux être dans le champ, t'aimes mieux faire de la comptabilité, t'aimes mieux peinturer à la cuisine, t'aimes mieux passer à la balayeuse que de penser à ça. Mais pourtant, tu sais que c'est important. Alors, le crapaud, c'est toute action qui vous approche d'un but ou d'un objectif plus grand qui est important pour vous, pour votre famille, pour l'entreprise, mais que vous êtes tenté à repousser. Alors, le fait de se dire à tous les jours, bon, tu sais, là, il y en a que c'est le matin, ils choisissent le crapaud le matin. Moi, je préfère le choisir la veille. Je le sais à l'avance, le lendemain matin, c'est telle action, puis quand c'est fait, je suis fière, puis je sais que ça m'a rapproché de quelque chose. Fait que dites-vous, c'est quoi mon crapaud? Imaginez que vous mangez 365 crapauds dans une année. En quoi votre vie serait différente? Ça veut dire, imaginez que 365 gestes dans la bonne direction. Ça peut être sur plein de projets différents, hein? Ça ne sera pas toujours sur le même, là. Mais en quoi votre vie serait différente? Et c'est ça qui est l'idée. Parce que pour atteindre des objectifs, on doit nécessairement manger des crapauds. On doit faire des choses qui sont plates, qui sont difficiles, qui sont même stressantes par bout. Des fois, on a un téléphone à faire, puis ouf, ou une discussion à avoir avec un collègue, un associé. Ça peut être ça le crapaud, pas l'associé, là, mais la discussion difficile pour peut-être remettre à jour certaines choses ou préciser. Bon. Alors, vous voyez l'idée, le crapaud, ça peut changer votre vie. Parfois, on se dit, ouais, là, c'est comment qu'on fait pour savoir quoi faire à quel moment, de savoir, tu sais, quoi faire exactement. Bien, on peut parfois utiliser cette approche-là de dire, bien, quelle action exécuter à un moment donné, ça dépend du contexte. En ce moment, même avec les moyens dont vous disposez. Ça veut dire, j'attends chez le médecin, bien, je suis 15 minutes parce qu'il est en retard ou une demi-heure, bien, je peux sûrement faire de quoi d'utile. Oui, je peux peut-être aller sur les réseaux sociaux, mais je peux peut-être trier mes emails. Tu sais, je suis assis là avec mon cellulaire. Là. Je peux-tu répondre à des courriels? Je peux-tu aller chercher l'information pertinente? Donc, le contexte. Votre disponibilité, combien de temps avant la prochaine tâche prévue? Des fois, j'ai juste 15 minutes entre un autre téléphone ou quelque chose. Tiens, sais-tu, on va faire un petit ménage, c'était dû, là, ou je descends la pile de papier qu'il y a là. C'est quoi mon niveau d'énergie aussi, physique et mental, dépendamment de mon niveau d'énergie. Personnellement, moi, avec les années, j'ai appris beaucoup à travailler avec le biorhythme, là, c'est-à-dire, tu sais, moi, l'avant-midi, je peux écrire, je peux pondre mes formations, je peux être dans les papiers, l'administration, mais l'après-midi, là, on dirait que j'ai plus de bouillon dans le cerveau pour ça. Je vais faire d'autres choses qui sont plus stimulantes et qui ne me demandent pas ce niveau d'énergie-là. Fait que c'est d'arriver
à choisir la tâche en fonction du temps, de la disponibilité du contexte, mais de l'énergie aussi, et de mes priorités. Compte rendu du contexte, ma dispo, mon énergie, c'est quoi l'action qui serait la plus profitable? Alors, c'est une façon, c'est une grille d'analyse qui nous permet parfois de dire, j'ai juste 5 minutes, je peux faire quelque chose. Puis je peux faire quelque chose qui n'est pas trop dur. Puis tu sais, des fois, là, tu es rendu que tu as 800 emails là, dans ta boîte d'emails, là, c'est peut-être dû pour trier, là, parce que ça va être difficile de se retrouver là-dedans. Alors, terminer avec une liste aussi d'autres stratégies. Comme on a dit, arrêtez des blocs de temps dans votre agenda. Mettez-vous ça, là, c'est pour, tu sais, j'ai des blocs de temps où moi, j'écris gestion, ben c'est les téléphones à retourner, les emails, la paperasse, la planification, ou parfois, mon bloc de temps, c'est je travaille sur tel webinaire. Puis j'ai 2 heures dans mon agenda et j'écris que c'est sur ce webinaire-là que je vais travailler. Donc, je place des blocs. Vous pouvez faire la même chose. Je vais réparer, tu sais, je ne sais pas moi, tu es sur une ferme, ben c'est la régie de troupeau, c'est de la réparation de machinerie, c'est planification des champs. Bref, mettez-vous des blocs. Ça peut arriver que ça n'arrive pas comme ça, alors on déplace le bloc, mais on a plus une idée des choses qui nous attendent. Épurez votre environnement. Il y a des gens que c'est tellement lourd dans l'environnement, c'est tellement rempli plein de choses qu'il y a une charge mentale, puis le cerveau n'arrive pas à s'imprégner, à se concentrer parce qu'il y a trop de stock. Alors, plus vous allez arriver à épurer pour qu'il reste juste ce que vous avez à faire, bien, plus ça sera facile. Utiliser un timer ou programmer des alarmes, bien, écoutez, ça, c'est certainement pour... ça peut être utile pour plein de choses. Je peux mettre un timer ou je l'ai en anglais, là, mais une alarme, par exemple, pour me dire qu'après tant de temps, j'arrête cette activité-là. J'ai assez mis de temps là-dessus. Programmer des alarmes, certainement pour des rendez-vous. Hein? Puis là, le rendez-vous, si tu as rendez-vous à 2h30 chez le dentiste, puis ça te prend une demi-heure pour te rendre, ben, il ne faut pas que tu le mettes à 2h15 là, pour sortir du champ. Là. Fait que là, il faut reculer par en arrière et dire, bon, ben, ça me prend une demi-heure, puis là, dépendant, ben, le job que j'ai, ça se peut que j'aille à prendre ma douche avant, puis là, tu as l'affaire, puis bon, ça veut dire qu'à 1h15, il faut que je commence ou à 1h30 à m'organiser. Il y en a qui se mettent des alarmes. Une dame me disait, surtout ceux qui ont des TDAH, là, des troubles de déficit d'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, ils ont comme moins une horloge interne. Alors, la notion du temps n'est pas là. Et la dame, elle a 4 enfants, donc ça veut dire beaucoup de lavage, là, des jeunes enfants. Et elle dit, écoute, je mets une brassée le matin, puis je l'oublie de la changer. Des fois, il y en a 5 à faire. Fait que c'est pas pratique. Rendu à 9 h le soir, tu t'aperçois que tes 4 autres brassées ne sont pas faites. Ben, j'ai dit, mets-toi une alarme. Après 1 heure, ça dit, oups, pourquoi ça sonne? Ah oui, il faut que j'aille changer ma brassée. Et il y a des gens qui sont obligés de fonctionner comme ça. Ben, c'est ça, se connaître. Puis là, quand on se met une alarme, c'est pas juste pour l'éteindre, c'est pour agir dessus. Il y en a qui se mettent une alarme, mettent de quoi dans le feu. Quand l'alarme sonne, ils l'arrêtent, ben, ils disent, oh, je vais le laisser 5-10 minutes de plus. Mauvaise idée. Ça peut brûler. Donc, voyez-vous, se mettre des alarmes, c'est des repères pour nous envoyer le message, puis on délègue à l'alarme de gérer le temps. C'est pas nous qui disons, ben là, il faut que je pense, dans 10 minutes, il faut que j'arrête, dans 5 minutes, tu as une alarme. Chaque idée doit être déposée sur papier ou sur votre téléphone, votre téléphone cellulaire. Et n'essayez pas de dire, faut que je me rappelle faut que je me rappelle d'appeler lui, faut que je me rappelle d'acheter ça, faut que je me rappelle faut que j'y pense. Non, dès qu'il y a une idée, on la dépose. C'est-tu un projet? C'est-tu une commission? C'est-tu un appel à faire? Déposez-la quelque part où vous allez la retrouver. Programmer des alarmes, on le dit. Créer des routines. Plus vous avez de routines, les routines, c'est une économie d'énergie. Chaque chose qui est une routine
tu n'as pas à te concentrer puis à faire des choix et à prendre des décisions. Tu vas donc économiser ton glucose. Apprenez à dire non et oui. C'est-à-dire non à ce qui n'est pas dans vos activités et ce qui n'est pas dans vos priorités, dans vos valeurs, puis apprenez à dire oui plus à ce qui est réellement important pour vous, pour votre famille et pour votre entreprise. Alors, enfin, on pourrait dire que apprendre à mieux se gérer par rapport au temps, c'est de connaître ses priorités et les vivre au quotidien. Alors, c'est ce qui met fin à notre webinaire sur prendre du temps, c'est payant, gestion du temps et des priorités. Alors, on serait prêt maintenant avec David à passer à la période de questions, si on en a des commentaires. Oui, donc merci beaucoup, Pierrette. En fait, j'ai pris des notes aussi. C'était vraiment ce que j'ai vraiment aimé. En fait, je veux dire deux cotations. En fait, vous avez dit si tout est important, rien n'était important. Puis l'autre, c'était trop, c'est pas assez. Puis c'était vraiment l'exemple des post-it. Donc, les post-it, moi, je pense toujours, tu sais, ça peut être en néon rose, vert, jaune et tout. Puis ça va m'inciter à checker puis à m'assurer que tout est correct. Mais là, dans le fond, c'est vrai, c'est comme plein de loupes, puis il faut en choisir une finalement, puis juste en prendre une, un post-it, puis combler la tâche. Donc, vraiment, c'est vrai qu'on peut se perdre dans toutes les tâches qu'on a à faire, toutes nos responsabilités. Puis, j'ai adoré l'idée, en fait, de se garder un journal. C'est super important. Puis, de se mettre une liste de peut-être 3 priorités au lieu d'en mettre une liste de 50. Hein? Absolument, David. Il y a des auteurs qui disaient c'est quoi les 3 choses aujourd'hui que tu veux faire? Ces 3 choses-là, bien sûr, elles doivent être en lien avec, on s'entend, on fait souvent plus que 3 choses, mais les 3 choses, tu dis, moi, si j'ai fait ces 3 affaires-là aujourd'hui, là, c'est pas construire un garage, ça, c'est pas une chose, là. Hein? Mais elles sont en lien avec tes objectifs et tes priorités et tes valeurs. C'est pour ça qu'il faut se connaître en premier pour ensuite que mon quotidien reflète mes valeurs et ce que je veux accomplir puis ce qui est important réellement. Donc, de se faire une auto-évaluation finalement. Donc, merci. Non, ça a été super, encore une fois. On va passer à la période des questions des invités. Sur l'application Slido, n'hésitez pas, allez-y, posez vos questions. Je vais aller voir sur mon deuxième écran qui est à côté de moi. Je vais aller repêcher ces questions-là puis les poser à Mme Desrosiers. Mais entre-temps, tant que les questions rentrent, je veux juste vous laisser savoir que vous courez la chance, en fait, de gagner le livre de Pierrette. Et ce petit rappel-là, c'est suivant, en fait, l'événement d'aujourd'hui, vous allez recevoir un courriel. Ce courriel va avoir un lien avec un sondage dedans. Donc, vous courez la chance de gagner le livre autographié de Pierrette en remplissant le sondage. Et ça va être dans le courriel qui va suivre l'événement. Et aussi, il va y avoir un rappel pour le dernier module qui va se dérouler le 24 novembre. Donc, n'hésitez pas à aller vous enregistrer pour ce module-là, ce webinaire-là. Mais on a une question qui rentre. En fait, j'en ai une, c'est pourquoi les gens procrastinent avec tous les impacts négatifs que cela peut créer? Oui, c'est une bonne question parce que je te dirais, David, que la procrastination fait souvent partie du tableau de mes clients qui viennent me consulter, qui vivent du stress, des difficultés, bref. Et il y a différentes causes à la procrastination. Les causes principales, on en aura, tu sais, il n'y a pas juste une raison, là. Souvent, c'est un manque de planification et de vision. Tu sais, je disais au début, il faut être capable de savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes valeurs, puis où je veux m'en aller, puis c'est quoi mes projets. Fait que si j'ai pas de vision, j'ai pas de planification, je sais pas par où commencer. Ça peut être une raison. Il y en a une autre raison qui est le perfectionnisme. En fait, il y a des gens qui sont
tellement perfectionniste, mais ça devient un perfectionnisme qu'on dit pathologique, ou est-ce qu'il y a des conséquences très importantes sur la santé de l'individu, sur ses finances, sur ses relations. Tant que la personne n'a pas toute l'information, n'est pas sûre de son poids 100%, n'a pas tous les parfaits instruments, le matériel, elle ne commencera pas un projet. Je me souviens un jour d'un client qui devait développer, bâtir dans le fond un entrepôt parce que c'était rendu trop limite là, au niveau de son entreprise. Puis, sa femme, elle disait, ça fait 3 ans qu'on est supposé de bâtir cet entrepôt-là. Puis, il retardait tout le temps, il procrastinait. Puis, à un moment donné, j'ai regardé avec lui, tu sais, est-ce que tu veux qu'on regarde ce point-là? Puis, dans le fond, c'était un perfectionniste à outrance, il était très anxieux. Puis, il se disait, tant que je ne sais pas exactement qu'est-ce que je veux parfaitement, il commençait pas la démarche, mais je disais, c'est rare que quelqu'un construit puis qui sait tout avant de commencer. Donc, il faut que tu rencontres peut-être des contracteurs, il faut que tu ailles voir des gens qui ont des entrepôts, il faut que tu poses des questions. Fait que son incapacité à tout voir jusqu'à la fin faisait qu'il disait, je commence rien. Fait que trop perfectionniste. Il y aurait aussi la part du succès ou la part de réussir tellement bien que ça va finir que si je fais ça, ben ça va devenir ma nouvelle tâche. Fait que ça ne me tente pas. Les idées irrationnelles comme j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, les gens vont me juger. Donc, la peur d'échec, la peur de ne pas y arriver fait en sorte que je ne me mobiliserai pas non plus. Il y en a que c'est l'esprit de rébellion. Juste parce que c'est l'associé qui m'a demandé de faire ça, ben c'est un peu comme l'enfant de 5 ans qui boude puis qui se croise les 2 bras puis qui dit je le ferai pas. On voit ça des fois. Ouais, ma femme m'a demandé de faire le ménage dans le garage. Oh ben c'est pas elle qui va me dire quoi faire. Donc je me rebelle parce que c'est quelqu'un d'autre qui me l'a demandé puis je veux pas me faire contrôler. Il y en a que c'est la recherche d'adrénaline. Ils disent qu'ils fonctionnent juste quand ils sont à dernière minute. Et c'est vrai qu'à dernière minute, quand tu as comme un gun sur la tête parce que l'échéancier là, est arrivé, ça fait que tu t'actives. Mais il y a un coût à ça. C'est dur de vivre à dernière minute et c'est dur pour l'entourage aussi. Tu sais, on voit ça, les gens là, qui vont faire le rapport d'impôt la veille au soir, là, puis il ne faut pas que le système plante, là, puis à l'université, au cégep, que tu te mets sur ton travail la veille, là, la nuit. Fait que voyez-vous, cette recherche d'adrénaline-là, elle a un coût. Parce que s'il arrive quelque chose, c'est très difficile à être à la dernière minute comme ça. Puis il y en a d'autres, ben, c'est la recherche du plaisir immédiat. Vous savez, c'est bien plus le fun d'écouter une série sur Netflix que de faire la comptabilité. Payer ses comptes. C'est bien plus le fun d'être sur les réseaux sociaux que de réparer la machinerie. Bon, fait que voyez-vous, on peut perdre du temps dans des choses qu'on aime parce qu'on veut être dans le plaisir immédiat. Fait que je te dirais que c'est voyez-vous qu'il y a plusieurs, puis on va envoyer la feuille, là, on va le mettre comme outil. David, je ne sais pas s'il est là, mais on va l'envoyer comme outil. Il y a plusieurs raisons qui font qu'on procrastine. On a d'autres questions. En fait, une des questions qui est parvenue plusieurs fois, en fait, c'est est-ce qu'on va avoir accès à l'enregistrement de la présentation d'aujourd'hui? Oui, effectivement, je vais envoyer en fait plusieurs courriels, 2 courriels en fait. Un courriel avec le sondage suivant l'événement et dans quelques jours, un 2e courriel. C'est pas que je procrastine du tout, c'est que ça prend juste un peu de temps pour télécharger la vidéo d'aujourd'hui et vous allez avoir recours à un lien pour regarder cette vidéo en différé. Donc, merci pour votre patience là-dessus. Ça va venir dans quelques jours. Une autre question, comment faire pour décrocher des réseaux sociaux cellulaires, par exemple, et le faire en famille ou en couple? Donc, par où on commence? OK. Quand on veut changer une habitude, instaurer une nouvelle habitude dans notre vie, donc, soit terminer quelque chose, arrêter de faire quelque chose ou faire une nouvelle chose, on dit que c'est instaurer une nouvelle habitude. Ça, c'est vrai pour toutes les habitudes. Il faut savoir d'abord pourquoi on le fait.
Tu sais, il faut répondre aux questions big why avant d'arriver au comment. Fait que le pourquoi, c'est quoi mes motivations à moins aller sur les réseaux sociaux? On ne dira pas plus y aller, là, c'est pas réaliste, mais à diminuer ma consommation, par exemple. Cette approche-là est vraie là, comme pour plusieurs choses. Donc, il faut que je pèse les pour et les contre, puis que je me rende compte qu'est-ce que c'est en train de nous coûter, de me coûter, ou de coûter à notre couple, ou de coûter à la famille, ce temps-là passé sur les réseaux sociaux. Fait qu'il faut faire ce qu'on appelle la balance des gains et des pertes. J'y gagne quoi? Parce que clairement, si je vais sur les réseaux sociaux puis je suis toujours sur mon cellulaire, c'est qu'il y a des gains, là. C'est le fun, ça peut être jouer à des jeux, j'ai de l'info, je suis plein de monde. Puis bon, puis vous savez que c'est fait en fonction de rendre addictif. Réellement, les réseaux sociaux ont la capacité de rendre addictif, c'est-à-dire de développer une dépendance comportementale où est-ce que notre cerveau est pris comme en otage parce qu'on a les mêmes circuits neuronaux de la récompense que à être addict à une drogue. Fait qu'il y en a des gens qui deviennent réellement accros. Sans être accros, parce qu'il y en a qui le sont de façon pathologique, il faut savoir pourquoi. Fait que là, c'est de s'asseoir. Si je suis toute seule, ben, je le fais pour moi, mais sinon, en couple ou en famille, de dire, regardez, pourquoi on devrait y aller moins? Puis de peser les pour et les contre, puis de dire, qu'est-ce qu'on va faire de différent? Qu'est-ce que ça nous apporterait de plus? Parce que le temps qu'on ne mettra pas là, c'est qu'on va être capable de s'investir dans la famille. On va être capable de faire des choses différentes. Fait que ça, c'est la première chose. Le pourquoi. Fait qu'on s'engage en famille, à se choisir, à choisir la famille ou choisir le couple, parce qu'on a toute une liste d'avantages qui dépassent les inconvénients de décrocher. Et l'autre chose, David, on remarque que habituellement, l'être humain étant ce qu'il est, il va toujours sous-estimer le temps qu'il passe sur les réseaux sociaux. Ah non, voyons, je ne veux pas tant que ça. Puis, donc, encore là, tenez un registre, puis il y a des applications maintenant qui permettent de savoir combien de temps que tu as été, puis il y a même des applications qui permettent de limiter ce qui est très utile, le temps d'utilisation pour différentes plateformes. Mais tenez un registre de temps, puis vous allez voir. Utiliser des alarmes, là on est dans les moyens, après ça, des alarmes externes, puis déterminer à l'avance le temps que vous voulez y aller. Tu sais, c'est correct, là, on vit dans notre temps, tout, mais de dire, OK, moi, j'y vais 15 minutes là, le soir, puis parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, j'ai des couples qui me consultent, puis qui disent, c'est une vraie farce, là. Chacun soupe un côté de l'autre, ils ont le cellulaire, sont stédés là-dessus, puis on n'a pas besoin aller au restaurant, vous allez voir ça, là. Ils sont en couple, là, puis ils sont chacun sur le cellulaire. De temps en temps, il y en a un qui montre quelque chose à l'autre. On est rendu là, sur nos cellulaires. Les familles, c'est la même chose. Fait que la personne a dit, hey, j'ai réalisé qu'on n'avait plus de temps en couple à cause de tout ce qu'on va chercher comme information sur les réseaux sociaux. Fait que, bref, ils se sont dit, oui, on va y aller encore, mais ils se sont mis des règles au souper, au repas. Ça devrait être là, tu sais, tellement une règle qu'on devrait tous se mettre, de dire, au repas, là, les cellulaires ne doivent même pas être sur la table. Pourquoi? Parce que c'est sur la table, c'est trop tentant. Ça reste dans un panier, ça reste ailleurs, ça reste dans une armoire avec pas d'alarme qui sonne. Et après ça, se limiter et ne pas... Là, je sais que c'est très difficile. Là. On est rendu qu'on a des jeunes enfants, et ça, c'est terriblement triste, des jeunes enfants, des jeunes ados et des adultes qui sont carencés au niveau du sommeil parce qu'ils ont le cellulaire avec eux. Alors, on devrait dire, gars, je le laisse. Tu sais, il y en a qui disent, ouais, je n'ai besoin pour une alarme. Vous savez, il y a un petit bidule qui existe, là, ça s'appelle un petit réveil, ça existe encore. Là. On pourrait avoir une alarme à côté pour se réveiller. Laissez les cellulaires à l'extérieur si c'est trop tentant pour vous. Parce qu'encore là, j'ai des couples qui disent, ça n'a pas de bon sens. On se couche le soir. Tu sais, dans le temps, là, c'était ça. On se parlait, tu te colles, bon, t'es couché en couple, là, puis tu jases, bon. Mais là, les gens sont sur le cellulaire. Alors, c'est rendu que ça prend une grande partie de notre vie
ça a des impacts énormes sur la santé physique, sur la santé mentale, sur la santé des couples, sur la productivité, parce que il y en a qui se font réveiller la nuit par des textos. C'est rendu que ça a contaminé notre vie. Mais le problème, c'est que c'est tellement insidieux, c'est tranquillement que ça l'a rentré, là, vous savez, comme l'eau qui s'infiltre un petit peu dans les cracks, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment, prenez conscience, faites un choix en famille, sachez pourquoi vous le faites et remplacez le cellulaire par des relations, par des communications, par des belles discussions, par du temps passé ensemble. Puis effacez les applications qui vous causent problème. Il y en a qui ont décidé, ont dit, moi, les réseaux sociaux, je les ai laissés juste sur mon ordi. Comme ça, dans le jour, je ne suis pas bordrée avec ça. Tu sais, j'ai juste l'essentiel. Fait il y a plusieurs moyens, mais il faut d'abord le choisir. Alors, David, j'espère que ça l'a répondu. C'est une question tellement importante parce que c'est rendu tellement envahissant pour plusieurs. Oui, oui, bien sûr. Puis de savoir que c'est pas de dire non, on va jamais reprendre le cellulaire en main puis checker les applications. C'est juste d'être conscient du temps qu'on consacre à ces applications-là, aux réseaux sociaux, puis vraiment un retour à la communication personnelle, hein, presque. Donc, wow, merci beaucoup. J'ai une autre question en fait du public. Comment faire pour intégrer dans la routine d'entreprise une rencontre d'équipe lorsque le conjoint ou patron ne semble pas voir le potentiel positif pour l'équipe même? Est-ce que vous avez un modèle d'ordre du jour ou la fréquence peut-être qui devrait se rencontrer? Bien, encore là, c'est une excellente question. Si je veux intégrer quelque chose, il faut, là, on parle encore, David, de changer une habitude, d'intégrer une réunion, soit hebdomadaire ou mensuelle. Et la personne qui a posé ça, faites-vous-en pas, je vous dirais, bienvenue dans le club. La plupart des entrepreneurs qui, au début, viennent me consulter sont plus ou moins réticents ou des fois, il y en a un qui est plus réticent. Et j'ai développé une technique que j'ai appelée une technique anti-sabotage. Et ça va comme ça. Là je vais être obligée d'improviser là, avec ma feuille, là, mais vous allez voir. Là, je le dis, on va écrire sur un côté ici de la feuille, ce serait quoi les avantages à avoir? Par exemple, je vais l'écrire ici, là, les avantages à avoir une réunion. Après ça, on choisira la modalité, si on le fait une fois par semaine ou 2 semaines. Et j'ai pas... Puis là, je parle, si on sait comment faire une réunion, des réunions constructives, on regardera le comment après. Mais pensez-vous qu'il peut y avoir des avantages à faire des réunions? C'est pas une perte de temps, là, c'est des bonnes réunions avec les bons sujets au bon moment, avec les bonnes personnes. Puis je vais dire, David, puis à la personne qui a posé cette question-là, c'est rare. Ben, moi, j'en ai pas vu d'entrepreneurs qui m'ont dit il n'y a aucun avantage à faire des réunions. Ils m'ont tout dit, ben, il y a des fois, c'est des pertes de temps. Effectivement, oui, on va regarder comment c'est pas. Mais y a-t-il des avantages? Ben, c'est sûr que, puis là, ils commencent. Puis l'ensemble des avantages que les gens vont dire, c'est habituellement, ben, c'est sûr qu'on pourrait, par exemple, suivre les projets de plus près. C'est qu'il y a moins, il pourrait avoir moins de pertes de temps. Puis perte de temps signifie perte d'argent aussi, parce qu'on s'entend sur ce qu'il y a à faire. Fait qu'il y aurait une meilleure délégation des ressources. C'est sûr que ça pourrait aider la communication. T'sais, habituellement, ils vont dire, on éviterait des conflits ou on pourrait mettre à jour des choses pour s'entendre. Hein? Fait que là, on y va, suivre des projets. Bon, moins de perte de temps, moins de perte d'argent, communication, gestion de conflits. Bon, c'est à peu près, ils vont me sortir à peu près ceux-là, là, de façon générale. Là, on serait plus productif, dans le fond. C'est ça. Ils me disent à peu près ça. Fait que là, je vous écris les avantages qu'ils m'ont dit ici. Là. Oups, excusez-moi, attendez là. Je vais essayer de me... Bon, suivi de projet, il y a moins de perte de temps, d'argent, donc, on est plus productif, il y a moins de conflits, on communique mieux. Puis ça peut améliorer le climat de travail. Ça tourne à peu près
alentour de ça, ce qu'ils vont me dire. Fait que là, ils sont d'accord avec ça. Puis là, je lui dis, pourquoi on n'en fait pas? Les 2 raisons qu'on va dire, j'ai pas le goût, j'aime pas ça, hein, j'ai pas le goût, puis j'ai pas le temps. J'ai pas le goût, j'ai pas le temps. C'est pas mal ça qu'ils me disent. Tu sais, ça fait, pas le temps de faire ça, là, on a d'autres priorités. Fait que là, ma technique anti-sabotage, c'est tu pognes ta phrase, tu dis, OK, j'ai pas le goût de suivre mieux les projets, j'ai pas le goût de diminuer les pertes de temps, d'argent, j'ai pas le goût d'être productif, j'ai pas le goût de mieux communiquer, ou j'ai pas le temps de mieux communiquer, puis j'ai pas le temps d'être plus productif, j'ai pas le temps de faire de l'argent. Fait que, voyez-vous, on appelle ça, on crée une dissonance cognitive, les personnes font, ça n'a pas de Moses de bon sens. Fait que David, si tu veux revenir avec moi, là, je vais te parler en même temps. Je trouve ça plus le fun. OK, oui. Mais tu vois-tu, David, l'idée, est-ce que ça fait du sens que le problème, c'est que si je me projette à court terme, c'est pas le fun, j'ai pas le temps, il y a d'autres affaires, je ne vois pas l'impact à long terme. Fait que mon travail comme psychologue, c'est d'amener toujours les motivations à long terme. Un peu comme tantôt, la technologie. À court terme, à soir, souper, qu'on soit tous sur notre cellulaire, il n'y a pas d'impact, mais tu fais ça, c'est DP égal, tu ne communiques pas, tu manques de sommeil, les répercussions vont être énormes. Fait que je ramène la même chose, j'amène les gens à dire, regardez comment on se sabote sur ce qui est important pour nous. Parce que je leur fais nommer les avantages que je pense s'ils ont des réunions. C'est pas moi qui ai choisi, là. C'est eux qui disent, ben c'est sûr qu'on communiquera mieux. C'est sûr que, dans le fond, un moment donné, on sera plus alignés sur nos missions, nos visions. Fait qu'ils me les nomment, les avantages à long terme. Puis là, je dis, regardez comment on se sabote. Vous me dites, j'ai pas le temps. Mais si vous-même, vous continuez votre phrase. Tu pourrais faire la même chose, David, pour l'exercice. J'ai pas le temps de faire de l'exercice. Puis là, ma liste d'output, c'est être en forme. J'ai pas le temps d'être en forme, j'ai pas le temps de prendre soin de ma santé, j'ai pas le temps d'être plus efficace parce que quand je fais de l'exercice, là, tu fais, ben voyons, ça n'a pas de bon sens ce que je suis en train de me dire là. Fait que tu te crées toi-même un inconfort qui fait que tu dis, ben non, OK. Fait que là, on a monté la motivation. Après ça, là, on va regarder, ça serait quoi un format? Et là, habituellement, ben, je regarde avec eux, c'est quand le meilleur temps? C'est pas moi qui vais leur dire que c'est lundi matin. C'est eux qui peuvent dire, ben nous autres, le lundi à 1h, ça serait bon. OK, ça va être où? Là, on est dans le comment. Tu sais, c'est quand la réunion? De quoi on aimerait parler à chaque semaine? C'est où que vous allez en faire? Pas une place que vous allez être dérangé 42 fois, c'est pas une bonne place. Ah, ben on pourrait la faire là. Ouais. Puis là, on se donne des façons d'essayer, de tester. Puis là, je dis, vous ne serez pas des experts de la réunion, vous n'avez jamais fait. Donnez-vous une chance, essayez. Puis là, on va peaufiner un peu. Puis, qui devrait être là en réunion? Bien, les employés, la semaine, voir que OK. Puis une fois par mois, bien là, eux autres, ils vont faire des réunions, les actionnaires pour eux, là. Ils vont suivre, le bilan, l'état de résultat. Fait que les bons sujets, avec les bonnes personnes, au bon moment, avec des bonnes méthodes, on va optimiser nos réunions. Ça a-tu du sens, ça, David? Demandons à la Absolument. personne qui m'a écrit si ça ferait du sens, si elle pense que son conjoint ne trouverait aucun avantage à des réunions qui sont bien faites. Là, s'il y a un conflit majeur, là, je vais mettre un bémol, David. S'il y a quelque chose qui fait qu'il y a une tension terrible dans l'entreprise, qu'il y a des conflits entre les associés, qu'il y a des problématiques profondes, on n'est peut-être pas rendu à la réunion, il faut peut-être régler des choses avant. Ça va être ma nuance que je vais mettre. Est-ce que ça a répondu à la dame? On verra bientôt qu'elle réponde, mais entre-temps, une autre question est rentrée. Puis on va y toucher vite. Je sais qu'on arrive à l'heure, mais on va juste passer un peu de temps extra, si on peut, juste pour combler cette question-ci. Est-ce que les gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, quand je pense santé mentale, c'est dépression, anxiété, etc., est-ce qu'ils ont plus de difficultés avec la gestion du temps? Oui,
Oui, ça en fait partie parce qu'ils vont procrastiner plus, parce que le jugement est moins éclairé, parce que c'est les fonctions, on dit que les fonctions exécutives, donc ce qui sert à planifier, organiser, analyser tout ça, sont hypothéquées quand les gens sont en dépression, quand on est anxieux. Alors, nécessairement, ça vient faire partie du tableau puis là, on comprend le cercle vicieux, David, on a de la difficulté à gérer son temps, fait qu'on échappe des balles, fait qu'il y a des conséquences, des fois, sur le rendement, sur l'efficacité, sur la finance. On n'a pas fait ce qu'on devait faire, on n'a pas réparé la machinerie, on arrive dans le champ, tout est brisé, on n'a pas planifié nos semences, on n'a pas profité des rabais, on paye des intérêts pour rien. Fait qu'il y a une espèce de cercle vicieux. Donc, c'est important d'aborder les problèmes de santé mentale, entre autres aussi pour ça, là. Et j'imagine aussi, c'est aussi l'importance de se garder un journal, peut-être pour écrire ses pensées, un peu, faire un download, comme on dit. Ouais. Il y a, bon, on a des réponses. Donc, la personne écrit, j'aime l'approche du tableau que vous avez montré à l'écran. Il est impliqué dans des comités et il voit l'importance pour eux. Et je vais l'intégrer avec une date et une heure pour tester. Donc, déjà, avec un truc psychologique, elle va tester. Donc, merci beaucoup. Ça arrive aux attentes. Et d'autres commentaires qui ont dit vraiment intéressant et concret. Merci beaucoup. Parfait. Donc, alors, on se revoit en novembre pour communication et gestion de conflits. Donc, on va parler d'un autre sujet très approprié. Alors, effectivement. Merci pour votre participation. Au plaisir. Merci beaucoup, Pierrette. Puis on se revoit effectivement en novembre. Pour nos chers participants, juste un petit rappel que vous courez la chance de gagner le livre autographié de Pierrette. Il s'agit tout simplement de remplir le sondage qui sera envoyé par courriel à la fin dans quelques heures. Et comme j'ai dit, je ne procrastine pas. C'est tout simplement une question de toute armée pour pouvoir vous livrer ça par courriel. Et encore une fois, je vous remercie infiniment. N'oubliez pas de vous enregistrer pour la séance du 24 novembre par webinaire encore avec Madame Desrosiers. Et je vous souhaite en fait une très belle journée. Merci beaucoup et à la prochaine.